Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la plupart des grands médecins de l'époque romaine appartenaient à une secte médicale, comprendre école ou courant de pensée. Asclépiade de Bithynie, Thémison de Laocidée ou Soranos d'Éphèse pour la secte des méthodiques, Athénée d'Athalie pour les pneumatistes, Archigène d'Apamée pour les éclectiques, et quelques médecins moins connus mais qui eurent leur importance dans la transmission du savoir dans une secte sans nom. Un certain nombre d'autres médecins, et non des moindres, sont considérés comme hors secte, même s'il est classique de les relier soit aux éclectiques, soit aux pneumatistes. Rufus d'Éphèse, qui vécut à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, sous Trajan, et donc un contemporain de Soranos, est le premier d'entre eux. Il semble n'avoir jamais exercé à Rome, mais il fut un des rares anatomistes et cliniciens à avoir l'estime de Galien. Pragmatique, il ne se préoccupa guère de théorie, évitant ainsi les polémiques sur ce point. On lui doit plusieurs livres, et notamment grâce à leur traduction arabe, car Rufus el-Alfazi fut pour la médecine arabe la troisième autorité grecque après Hippocrate et Galien. Parmi ces livres, du nom qu'ont reçu les diverses parties du corps humain, montrait son goût pour l'anatomie, regrettant l'absence de dissection humaine. Il étudia notamment l'œil, le chiasma optique et les plexus choroïdes, décrivant également les trompes avant Fallope. Dans De la maladie de la vessie et des reins, Rufus précisa les techniques de taille, interdites, je vous le rappelle, par le serment d'Hippocrate, et donna les premières observations de rétention urinaire et d'hématurie. Dans De l'interrogatoire des malades, Rufus traite longuement de l'anamnèse, qui vise à découvrir tout ce qu'un malade en particulier peut apprendre à son médecin. Son cadre de vie, son cadre social, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ses habitudes et ses mœurs, et même ses rêves. Il faut poser des questions aux malades, écrivit Rufus, le médecin doit être attentif aux moindres détails. Pour le profane, ou encore pour ceux qui n'ont pas de médecin à proximité, est un manuel d'automédication pour les affections courantes avec des conseils de diététique préventive, une sorte de médecine domestique. En pratique clinique, Rufus insistait sur la valeur du pouls. Sa conception physiopathologique de la fièvre en faisait un système de défense contre les maladies, comme la peste, la rage, les résipelles ou la filaire, dont il rapporta des observations cliniques avec acuité. Rufus fut également le premier à décrire le réflexe du sinus carotidien, en montrant que la compression des artères du cou d'un animal entraînait son endormissement. Il décrivit aussi le mouvement des fontanelles des nourrissons liées aux pulsations cardiaques. Psychiatre, doté d'une vraie empathie pour ses malades, il entrevit avant Freud des pulsions sexuelles. On cite classiquement le cas d'un malade qui s'imaginait ne pas avoir de tête, délire de négation d'organes connu aujourd'hui sous le nom de syndrome de Cotard, et que Rufus aurait guéri en l'obligeant à porter un chapeau de métal. Son nom est également lié à des préparations pharmaceutiques originales, raison pour laquelle on le trouve sur cette miniature aux côtés de Dioscoride et de Galien, dans un herbier médiéval. Sa thérapeutique était dominée par des conseils de santé et une diététique préventive. Il n'hésita pas, en opposition à Hippocrate, à utiliser des médicaments réputés redoutables, comme l'hellébore, notamment dans certains tableaux psychiatriques ou dans la goutte. Il faisait également l'éloge du vin, comme remède de la douleur et du chagrin, mais bien sûr avec modération. L'autre médecin hors secte dont nous allons parler aujourd'hui est Arrêté de Cappadoce, même si ce dernier est classé parfois parmi les pneumatistes. Médecin sans doute de l'époque de Trajan, originaire de Cappadoce, on ne possède pas beaucoup de renseignements sur sa vie. On suppose qu'il a séjourné en Égypte, car il parle du Nil dans ses écrits, et il semble connaître la civilisation égyptienne. Les descriptions de maladies propres à la Syrie laissent penser qu'il a vécu dans ce pays. Il aurait aussi vécu en Italie, dont il appréciait les produits et surtout le vin. Digne successeur d'Hippocrate en ce qui concerne la médecine d'observation et l'humorisme, auquel par contre il ne cherchait pas à tout rapporter, son œuvre resta longtemps méconnue, malgré son caractère extrêmement novateur. Arrêté devient en effet célèbre, surtout après la première édition de ses œuvres en latin en 1552 à Venise puis à Paris.
son traité des signes, des causes et la cure des maladies aiguës et chroniques propose un premier classement nosologique des maladies basé sur la clinique avec les premières entités pathologiques et les premiers syndromes. Cet ouvrage, remarquable compendium de médecine et de thérapeutique, avait été écrit dans le dialecte ionien qu'on ne parlait plus et certains y ont vu un hommage à la mémoire d'Hippocrate. Il bénéficia de nombreuses autres éditions, parmi lesquelles il faut citer celle de Borave à Liège en 1731, même si ce n'est pas la meilleure, Borave qui qualifia par ailleurs l'œuvre d'Arrêté de monument d'or de la médecine. En neurologie, Arrêté nota les modifications de la pupille dans de nombreuses maladies comme le tétanos, où le corps est bandé comme un arc. Il localisait les lésions cérébrales du côté opposé aux symptômes dans l'hémiplégie, et il décela la notion d'aura dans la crise d'épilepsie. En cardiologie, il précisa l'origine cardiaque de certaines syncopes, approchant la description des défaillances cardiaques aiguës, les différenciant des pertes de conscience d'origine neurologique. En pneumologie, il donna à la crise d'asthme, dont il entrevit d'ailleurs l'étiologie parfois professionnelle, une description parfaite, la différenciant des autres causes de dyspnée, notamment d'origine cardiaque. Il décrivit d'autres affections respiratoires, comme la pneumonie, dont il imagina l'anatomopathologie et précisa la clinique, observant la rougeur des pommettes, le pouls rapide, la langue sèche, remarquant également que le pleurétique se couche sur son côté malade, et mettait en garde dans ces cas la prescription de sédatifs. Il effectua également une description magistrale de la phtisie, 17 siècles avant Bell et Laennec, qui proposa d'ailleurs une traduction de ses œuvres. Il décrivait également des affections du foie, de la vésicule, des reins, dont la pathologie était dominée par la pathologie lithiasique. En pathologie ORL, il examinait la gorge des angineux pour noter des modifications membraneuses dans la variété syriaque que Guillaume de Bailloux étudiera par la suite et que Bretonneau attribuera à la diphtérite. En psychiatrie, il démembra bon nombre d'affections mentales, insistant sur l'importance du psychisme dans la plupart des maladies organiques, différenciant déjà dépression réactionnelle et mélancolie endogène. On lui doit aussi une description de la polyuropolydipsie, avec amaigrissement dans le diabète sucré, mais la mise en évidence de la glycosurie revient au médecin indien Sukrta. Pilier essentiel de la médecine entre Hippocrate et Galien, modèle du clinicien objectif et éclairé, indépendant de toutes les écoles et sectes, nous l'avons vu, thérapeute avisé et prudent, il savait percuter le ventre pour déceler une acide, sans toutefois imaginer appliquer cette technique à la cavité thoracique, technique pour laquelle il faudra attendre Avenbrugger au milieu du XVIIIe siècle. En thérapeutique, il déconseillait déjà le pain dans la maladie cœliaque. Sa thérapeutique était simple et rationnelle, avec peu de remèdes. Il utilisait certes les émissions sanguines, mais accordait à la diététique et à l'hygiène un rôle important dans ses conseils pratiques. Le troisième médecin hors secte dont nous allons parler est Dioscoride, originaire du sud de la Turquie actuelle. Dioscoride réalisa de nombreux voyages comme médecin militaire dans les armées de Néron, ce qui lui permit d'herboriser dans de nombreux pays. Outre l'Asie mineure dont il était originaire, il visita la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Germanie et la Gaule. Il revint à Rome vers la moitié du 1er siècle et publia en 77 ou 78 son premier ouvrage, le seul ouvrage de lui que l'on peut considérer comme authentique, La matière médicale, traité de thérapeutique de plus de 1600 références, parmi lesquelles une centaine de plantes nouvelles. Cet ouvrage était divisé en 24 livres, dont 5 seulement nous sont parvenus. Le premier traite des plantes aromatiques et oléagineuses, le second des plantes alimentaires et économiques, le troisième des sucs obtenus des racines, des fruits et des semences, le quatrième a pour sujet l'emploi médical des fleurs, des feuilles, des écorces et des racines. Enfin, le cinquième traite des produits de la vigne et de quelques métaux. Galien cite souvent Dioscoride, que l'on voit ici sur des frontispices d'ouvrages anciens, mais pas Pline, son contemporain. Cela tient probablement à ce que tous deux avaient fait leurs emprunts à Cratévas, un contemporain d'Hippocrate. Pour certains, le De Materia Medica de Dioscoride ne serait même qu'une édition nouvelle de l'ouvrage de Cratévas.
De Materia Medica, écrit initialement sur des rouleaux de papyrus, connu de très nombreuses éditions grecques, latines, en passant par la première édition imprimée à Venise en 1499, et des traductions arabes les plus belles. Ces livres inspireront de nombreux herbiers et écrits de botanique, et notamment ceux de Mattioli qui écrivit des commentaires de Dioscoride, parus pour la première fois à Venise en in-folio en 1554 et qui fut très souvent réédité et traduit dans de nombreuses langues. Le dernier médecin romain hors secte dont nous allons parler est Galien de Pergame. Mais avant d'évoquer dans les dernières vidéos consacrées à la médecine romaine celui qui synthétisa tous les courants que nous avons évoqués, nous allons parler des filiatres, dont l'apport sur l'histoire de la médecine de cette époque est considérable. Mais, à propos, qu'entend-on par filiatre? La réponse sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.